Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 9 octobre 2020 et les indices américains ont terminé la session d'hier en territoire positif avec le S&P 500 qui a gagné 0,8%, le Dow Jones a progressé de 0,43% et le Nasdaq a gagné 0,5%. Alors, en Asie-Pacifique à présent, le Nikkei japonais est en repli de 0,3%. Et en Australie, le S&P ASX 200 est à l'équilibre. Et les indices chinois sont de retour après un congé, le congé de la semaine d'or, et enregistrent des hausses considérables. Alors, à noter que Donald Trump aux États-Unis à présent, Donald Trump aurait dit au chef de la minorité à la Chambre qu'il souhaiterait un plan plus conséquent, plus important, donc un plan de relance, et ce malgré la fin des discussions avec les démocrates. Et concernant donc son état de santé, le médecin de Donald Trump a déclaré que le président américain était prêt à reprendre ses apparitions publiques dès samedi. Et concernant les conditions météorologiques, l'ouragan Delta a été reclassé en catégorie 3 et devrait toucher terre sur les côtes américaines dès demain. A noter que Gilead Sciences a publié des données sur le Remdesivir qui ont montré de nouvelles améliorations de son efficacité, notamment un temps de récupération plus rapide et une mortalité plus faible. Et une donnée à présent en provenance de Chine avec le nombre de passagers aériens pendant la semaine d'or qui a diminué de 9% par rapport à l'année précédente. Et un second chiffre, l'indice PMI des services en provenance de Chine pour le mois de septembre qui s'est amélioré de 54 à 54,8. Et au Japon à présent, les dépenses des ménages japonais ont baissé de 6,9% au mois d'août, le consensus tablait pour un repli de 6,7%. Alors aujourd'hui, concernant donc le calendrier économique, nous avons d'ores et déjà pris connaissance de la production industrielle en France pour le mois d'août, une production industrielle qui est ressortie inférieure aux attentes à 1,3% quand le consensus tablait pour 1,7%. Nous prendrons connaissance au cours de cette séance, une séance qui devrait être rythmée, hormis cette production industrielle, une séance qui devrait être rythmée par le rapport sur l'emploi en provenance du Canada. On prendra connaissance également du décompte des plateformes pétrolières aux États-Unis et à 17h, et ce n'est pas sur le calendrier économique, on prendra connaissance du rapport WASDE sur les matières premières agricoles. Donc voilà pour les chiffres de la journée, une séance qui pourrait être donc rythmée par le flux d'actualité, hormis ces données dont nous prendrons connaissance, un focus bien entendu sur ce fameux plan de relance qui se fait attendre. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché action. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX qui a profité de l'optimisme ambiant pour se hisser au contact de la borne inférieure, encore une fois, pour la seconde fois, borne inférieure de son biseau ascendant. Qu'en est-il en données H1? Alors hier, nous sommes parvenus à nous affranchir des 12 926 points. La cible était donc à 13 084 après s'être hissé au-dessus des 13 000 points. Alors on s'est hissé au-dessus des 13 000 points sans grande difficulté. En revanche, les 13 084 semblent poser problème. On les a testés déjà à 3 reprises. Une troisième fois très récemment, donc troisième test ici, et c'est bien l'un des derniers remparts avant les 3300 points sur les sommets de la mi-septembre. C'est l'objectif en cas de poursuite de l'appétit pour le risque sur les marchés européens. Pour le moment, les investisseurs, les opérateurs semblent faire abstraction du nombre record. Je vous rappelle qu'hier, nous avons inscrit un nouveau record mondial avec quelques 348 000 infections, il me semble. Donc pour l'heure, les opérateurs ont décidé de voir le verre à moitié plein. On se focalise sur l'éventuel plan de relance américain et on laisse de côté donc les chiffres, la situation sanitaire qui est alarmante. Donc troisième test ici pour le DAX des 13 084. Un franchissement ici de ce niveau permettrait de poursuivre à la hausse pour aller chercher les 13 300. Donc les sommets de la mi-septembre aux alentours des 13 334. Il y aura bien entendu les 13 240 dont il faudra s'affranchir avant ça, mais cela augmenterait fortement le biais aussi en cas de franchissement donc de ces 13 084 et donc plus largement si on passe au-dessus des 13 100 points. Le CAC 40 également, alors très rapidement ici,
On remarque ce franchissement de la Kijun. C'est simplement une autre vision en données H4, mais on va préférer celle-ci qui est un peu plus claire. On garde à l'esprit qu'on est tout de même au-dessus de nos nuages Ishimoku pour le DAX. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 d'ailleurs qui avait décidé de temporiser au-dessus de son nuage, donc au-dessus de sa SSB, et ce qui lui permettait donc de consolider aux alentours des 4900 points. Le CAC 40 décolle actuellement aux alentours des 4932, avec pour cible très certainement les 4980 points, et s'il parvient à s'en affranchir, la prochaine target sera bien sûr le seuil psychologique des 5000 points, la barre des 5000 points, ce qui lui permettrait d'aller marquer un point D à 5077 aux alentours des 5080. Donc, CAC 40 qui a repris son souffle au-dessus de son nuage et qui est en train d'amorcer une nouvelle impulsion haussière avec pour prochaine résistance, pour prochain obstacle, les 4978, c'est simplement un palier des SSB, plus largement les 4080, dernier rempart avant 5000, ce qui nous permettrait d'aller chercher 5077. Le Nasdaq à présent, Nasdaq, cinquième test consécutif, enfin pas consécutif, mais cinquième test ici de cette zone de résistance avec encore un échec. Je vous rappelle qu'elle correspond ici à une projection d'Osoda V que je vais réussir à retrouver. La voici. Donc c'est cette projection ici qui nous donne cette résistance, la projection qui était donc l'objectif de cette impulsion haussière. Après l'avoir surpassé, on est revenu en dessous et on n'est jamais parvenu à repasser au-dessus. Et on a pour l'heure effectué 5 tests sur cette zone-là, et donc à chaque test, la probabilité d'un franchissement augmente, donc prudence au prochain, ça pourrait être la bonne, on pourrait aller s'en affranchir pour aller chercher un nouveau sommet mensuel, pourquoi pas les 11 750 pour aller se rapprocher des 11 800 points. Donc ici le Nasdaq échoue pour le moment et pourrait aller chercher cette oblique baissière en cas d'approfondissement ici de ce léger repli, sinon il y aura toujours les 11 530 en support. En tout cas, pour l'heure, on ne parvient pas à s'en affranchir. Si on y arrive, donc bien entendu, cela pourrait être synonyme d'accélération haussière. Qu'en est-il du Dow Jones? Dow Jones qui est toujours dans l'enceinte de son canal haussier, qui vient s'installer au-dessus des 28 350 points. Dernier rempart avant les 28 580 points. Et donc ici, concrètement, on vient s'installer au-dessus du sommet du 16 septembre pour espérer aller chercher celui du début du mois de septembre, très exactement le 4 septembre. Donc ce sera le prochain objectif pour le Dow Jones s'il parvient à sauvegarder ce support, le support du 16 septembre ici. Voilà une autre vision ici qui perd de son intérêt étant donné qu'on est en train de s'éloigner des E1, E2 et E3, des niveaux qui ont beaucoup servi, qui nous servent depuis l'été et qui sont restés valables. Et en cas de repli, bien entendu, c'est E3 qu'on irait chercher. Donc, simplement pour cette rapide précision, on passe à présent sur le S&P 500 qui lui a eu plus de succès que ses pairs, qui a réussi à s'affranchir de sa zone de résistance. Il y avait eu 3 tests, le quatrième a bien été le bon, et donc actuellement à 3450 points très exactement, avec une précédente résistance qui, de par une inversion de polarité, va devenir un support. Les 3440 seront un excellent support. 3437 ici, ce palier de Kijun avec un nuage qui vient renforcer un éventuel support à venir. Donc un S&P 500 qui parvient lui à se hisser au-dessus de sa résistance et qui pourrait aller chercher de prochains niveaux, qui pourrait aller chercher les 3480 pour se rapprocher donc des 3500 points. Alors le Nikkei donc, qui reste toujours aux alentours de sa borne supérieure avec un support qui est maintenu à 23 560 points. Donc encore une fois, si ce support cède, ce serait pour aller chercher les 23 434. En revanche, ce qui reste trop peu probable, une réelle cassure au-dessus renforcerait considérablement le biais haussier, mais je tablerai plus pour un scénario de repli en direction de la projection V à 23 434 points si les 23 560 venaient à céder. Nous allons passer à présent sur le compartiment matières premières avec le gold qui vient s'attaquer lui aussi à cette oblique baissière. Le pétrole l'a déjà surpassé, fait très étonnant, donc prudent sur le pétrole, mais on va en parler. On
se focalise d'abord sur le gold à 1908, un gold aux alentours, donc vous l'aurez compris, des 1909, qui a réussi ici à franchir son oblique baissière. Et donc, perspective haussière, on a les 1916, déjà il faudra s'en affranchir, on a échoué à maintes reprises. C'était un objectif d'Osoda, donc en affichant le rayon, je vais étendre ce niveau. Et donc, un objectif d'Osoda qui avait été atteint sans grande difficulté, malgré un nuage qui faisait office de barrière. Nous l'avons testé à maintes reprises sans parvenir à s'en affranchir. Alors maintenant que nous avons réussi à nous affranchir de cette oblique baissière, ce qui n'était pas le cas lors du dernier test des 1916, très exactement le 6 octobre. Alors maintenant, on a réussi à s'en affranchir. On peut aller s'attaquer peut-être avec plus de force au 1916, ce qui permettrait d'envisager un objectif à 1929-1928 dollars l'once. Et on notera également, donné H4 ici, un nuage qui représentera notre prochain support en cas de faiblesse des cours du métal précieux. Alors cette seconde vision vient tempérer tout de même les perspectives haussières. Alors on se rappelle, on garde à l'esprit celle-ci, une vision beaucoup plus, si je puis dire, beaucoup plus propre. Il y a beaucoup moins d'Ishimoku. Je vais même retirer celui-ci, ce qui permet vraiment de constater l'évolution des cours. Alors s'il y a donc si je devais trouver un défaut à Ishimoku, c'est que celui-ci surcharge un petit peu les graphiques et donc ça nous éloigne un petit peu du mouvement des prix et donc on perd cette dimension-là, on reste focalisé sur Ishimoku, on a beaucoup d'éléments graphiques, c'est pour ça que j'essaie d'alléger un petit peu mes visions techniques et de même parfois vous en proposer deux. Et donc ici, voici la vision sans Ishimoku. On peut s'en passer avec cette oblique baissière et avec cette résistance que l'on connaît déjà. Mais il est toujours bien d'avoir une vision Ishimoku, car ici, on voit effectivement qu'en bleu, nous avons notre nuage journalier qui vient renforcer les 1909 dollars l'once. Alors, on se rend compte qu'effectivement, il pourrait être assez compliqué d'aller se rapprocher des 1926 au vu de ce nuage journalier qui fait office de grosses résistances. Et en support, on aura donc notre nuage H4. Alors qu'en est-il du silver? Le silver qui, pour le moment, semble accélérer pour aller chercher ici les 24 450. Prochain objectif pour le silver s'il maintient cette dynamique. Et le Dr Copper, alors ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On va s'intéresser à ce graphique-là. Donc ici, les perspectives sont haussières avec un copper, un cuivre qui pourrait aller chercher les récents sommets aux alentours des 6880 points. Alors ici, il faudrait que l'on parvienne à s'installer au-dessus des 7720, 7730 pourrait être un point de départ pour le copper pour aller chercher ces récents sommets. Donc le copper sera sous surveillance très prochainement en vue de cette configuration chartiste qui vient renforcer le biais haussier sur le Dr Copper. Alors on passe à présent sur le pétrole. Le pétrole l'a fait. Autant pour moi, j'étais vraiment très loin d'envisager la réalisation de ce scénario. Un pétrole qui, grâce notamment aux grèves qui viennent abaisser la production norvégienne de 8%, des grèves sur certains champs pétroliers en mer du Nord, mais également donc cet ouragan Delta qui a été reclassé en catégorie 3, mais qui a entraîné la fermeture de nombreux ports, ce qui a retardé le chargement de tankers, ce qui a entraîné l'évacuation de plateformes pétrolières offshore, et donc ce qui pèse à très court terme sur l'offre, et donc porte les cours du pétrole à la hausse. Cependant, il y a d'autres facteurs de moyen terme qui sont négatifs. Et c'est cette demande mondiale face à ces nouvelles mesures restrictives, notamment en Europe, cette possibilité de nouvelles mesures de confinement, la hausse de la production libyenne qui se table actuellement à 290 000 barils par jour, quand on était il y a une semaine à 250 000 barils par jour, et une semaine avant encore, nous en étions, il me semble, à 90 000 barils. Donc d'autres facteurs tout de même de moyen terme pourrait peser par la suite sur les cours de pétrole. Mais pour l'heure, on se focalise sur ces grèves qui viennent abaisser la production norvégienne de 8% et l'ouragan Delta qui impacte également la production. Alors effectivement, j'étais très loin d'envisager un franchissement de cette oblique baissière. J'étais encore plus loin d'imaginer un franchissement de cette moyenne mobile simple à 50 périodes après que celle-ci est passée de l'autre côté de l'oblique baissière. Alors là, j'ai encore plus de mal à envisager un franchissement des 41,60 et j'aurais du mal à envisager une clôture
au-dessus du nuage. Donc une sortie du nuage par le haut serait assez étonnante à mon sens, mais au vu de la situation technique actuelle, tout à fait possible. Si on arrive à clôturer au-dessus des 41,60, Ishimoku pourrait très bien nous donner ici un signal d'achat. Je vais peut-être ajouter la Chikou-Spad, un signal d'achat qui ne serait pas validé dans l'immédiat. Il faudra attendre ici que notre lagging span s'affranchisse également de l'oblique baissière, donc une validation qui pourrait intervenir avec un cours du pétrole aux alentours des 42,60 $. Donc assez difficile de le croire. Dans ce cas-là, autant tabler pour un pétrole à 50 $. Mais comment imaginer un tel scénario dans un contexte où effectivement la demande de pétrole pourrait être frappée de plein fouet par une seconde vague de coronavirus qui semble se matérialiser à travers le monde. Mais techniquement parlant, les perspectives sont haussières suite au franchissement ici de ce niveau-là, mais on pourrait peut-être attendre une sortie du nuage par le haut. Qu'en est-il ici en données H1? Donc voici la vision sur le pétrole WTI en H4, pardon. Donc on est en train d'essayer de s'affranchir des 41,20 précédent objectif d'Osoda, projection V à la sortie du triangle symétrique. C'est exactement l'objectif que nous avaient fourni les projections d'Osoda. On s'est fortement replié par la suite. On est allé marquer un creux en dessous de l'apex du triangle symétrique, ce qui nous a permis de prendre appui pour aller chercher à nouveau ce niveau-là. Donc un second test ici de cette zone de résistance, et en cas de franchissement net, à noter qu'on réintègre le canal haussier d'ailleurs que l'on avait quitté par la même occasion. Et donc si on franchit les 41,60, c'est pour aller tester la borne supérieure du canal haussier et donc aller chercher, se rapprocher des 41,70 dans l'immédiat, voire les 41,80. En tout cas, prudence sur le pétrole. Il faut savoir que ces facteurs haussiers ne sont que des facteurs de très court terme. J'ai beaucoup de mal à envisager une poursuite de la hausse en direction des 50 $. Alors effectivement, Goldman Sachs a indiqué que l'Arabie Saoudite avait intégré un cours du baril à 50 $ pour calculer son budget, mais c'est sur les 3 prochaines années. Et oui, les cours du pétrole reviendront à 50 $, mais je ne pense pas que ce sera le cas au mois de novembre ou au mois de décembre. Il faudra attendre plutôt la mi-2021, voire fin 2021 peut-être. En tout cas, en 2020, ça me paraît assez compliqué, mais bien entendu, on pourrait assister à une réalisation de ce scénario et j'aurais complètement tort. Pour l'heure, on s'attaque au 41,20, on tente de s'en affranchir clairement pour aller chercher le récent sommet du 18 septembre à 41,70. Et pour le Brent, on essaye d'aller chercher ici les 43,76. On pourrait aller peut-être pousser jusqu'aux portes des 44 $. Des niveaux que j'estimerais comme de très bons points de vente. Mais d'un point de vue technique, effectivement, des perspectives qui sont clairement haussières ici pour le marché pétrolier. Alors on va passer sans plus tarder sur le marché des changes. On va débuter donc par le billet vert qui est toujours en train de temporiser en dessous ici des 93,55. Donc pas grand mouvement pour le moment. On reste vraiment sur le niveau aux alentours de l'objectif théorique de cette précédente ETE ici. Une épaule tête épaule peut-être un peu plus visible en H1. Oui, elle est beaucoup plus belle en H1, donc on reste toujours aux alentours de ce niveau de l'objectif théorique de la précédente ETE sur le billet vert. Qu'en est-il de l'euro-dollar? L'euro-dollar toujours hésitant en dessous des 1,18, aux alentours des 1,1770, mais il s'inscrit toujours dans son canal haussier et la zone de support fonctionne bien, donc les 1,1751 avec ici une Kijun qui pourrait aider les cours de l'euro-dollar à progresser à la hausse, une Kijun qui progresse à la hausse également. Les objectifs sont les mêmes, 1,18 et 1,1824. L'USDN qui a donc réintégré ici son canal haussier, qui a tenté d'intégrer son nuage, qui va en ressortir par le haut. Et donc un nuage qui a joué son rôle, qui a empêché la baisse de l'USDN. Donc des perspectives haussières pour l'USDN après cette éventuelle sortie du nuage pour aller chercher les 106, 105. L'USD Tri, l'incroyable USD Tri, donc s'éloigne du précédent niveau de support, peut-être pour en marquer un nouveau, donc peut-être qu'il ne va pas
venir le tester, avoir en tout cas un test des 7.78 400 serait un excellent point d'entrée. Nous sommes très très haut actuellement, peut-être en train de construire une nouvelle zone ici de support. Ça reste à voir, en tout cas on peut le constater, le SLTRI construit sa hausse palier par palier. Lorsqu'il passe à un nouveau palier, il offre une autre chance en venant tester le précédent, une chose que l'on peut interpréter également d'un point de vue Ishimoku avec des tests d'éléments Ishimoku, test du nuage ici. Ça pourrait être un test à ce niveau-là qui offrirait un excellent point d'entrée, comme ça pourrait être un test également de la Kijun. Donc Ishimoku permet aussi de déterminer des points d'entrée. On voit ici un test extrêmement précis sur le haut de nuage et ici une tentative de test de la SSB, donc du bas de nuage. Mais on peut s'en sortir également sans Ishimoku en déterminant les différentes zones de support qui sont formées par l'USD-Tree qui évolue en terrain inconnu. Nous sommes sur des records historiques. À chaque fois qu'il y a un sommet, c'est un nouveau record historique. Qu'en est-il de l'AUD NZD? L'AUD NZD qui, après avoir atteint une cible intermédiaire, se replie peut-être en pullback en direction de la ligne de coup. Et donc l'objectif à terme est à 1,0942. Donc on se replie pour le moment, on est en train de se stabiliser aux alentours des 1,0860, à voir si on approfondit le repli en direction de la ligne de coup ou si on repart pour s'affranchir définitivement ici des 1,0881. Donc nous avons eu notre premier test à ce niveau-là, ce qui a envoyé les cours, le taux AUDNZD en territoire négatif en direction de sa ligne de coup. Et donc sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Beaucoup de choses en cours sur les marchés, des configurations chartistes très intéressantes pour cette fin de semaine. Je vous souhaite donc une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau Good Morning Market. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et un excellent week-end. Au revoir.